Je suis Nathalie Robinson, cadre de santé infirmière anesthésiste et je travaille à la plateforme régionale d'appui à la gestion des événements indésirables graves associés aux soins en Nouvelle-Aquitaine. En fait, nous sommes une équipe qui est mise à disposition des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux pour venir, à leur demande, effectuer des analyses approfondies des causes lorsqu'il y a eu un événement indésirable grave associé aux soins. Alors, il est extrêmement important de déclarer les événements indésirables, graves ou non graves d'ailleurs, associés aux soins, pour la bonne et simple raison que lorsque vous avez un événement indésirable qui est survenu et que vous avez été l'auteur ou la personne qui a été le témoin d'un événement indésirable, c'est extrêmement important de le partager. Parce que cet événement montre qu'il y a une faille dans les barrières de sécurité au sein de votre unité de soins et que ces failles, eh bien, elles vont peut-être provoquer un événement indésirable. Et donc, il faut prendre connaissance au niveau de l'ensemble de l'équipe. Et donc, si vous ne déclarez pas un événement, qu'il soit porteur de risque ou indésirable, eh bien, personne n'en aura connaissance. En fait, vous allez le garder pour vous, vous ne le partagerez pas, et cet événement, il va pouvoir ressurgir plus tard lors d'un soin. Je prends un exemple concret. Vous avez tous entendu parler du scandale des prothèses PIP. Si chaque chirurgien qui avait explanté des prothèses défectueuses l'avait signalé, eh bien, on aurait réalisé qu'il y avait des prothèses qui étaient défectueuses, toutes de la même marque, et donc ça permettait de porter l'alerte, de se rediriger vers les patientes qui avaient été opérées avec ces prothèses et de les prévenir pour pouvoir éviter des événements indésirables graves. Donc vous voyez que c'est très très important. Par exemple, c'est important, je vais prendre un autre exemple très concret dans la pratique quotidienne, changement de marché au niveau de la pharmacie. Ça arrive dans tous nos services en permanence. On vous change les ampoules par exemple d'antibiotiques, eh bien la routine fait que vous avez l'habitude, vous avez enregistré la façon dont était fait le flaconnage de votre antibiotique. Et là, vous attrapez un flacon qui ressemble à celui que vous connaissez habituellement. Il se trouve que ce n'est plus du tout un antibiotique. Donc, vous pouvez, par erreur, administrer à un patient le mauvais médicament. Eh bien, vous vous êtes rendu compte, vous avez identifié par exemple juste avant d'administrer que effectivement ce n'était plus le bon flacon. Si vous ne le signalez pas, votre collègue qui est fatigué, qui va passer après vous, elle peut faire cette erreur et cette erreur, elle peut arriver jusqu'au patient. Donc c'est très important de signaler. C'est très important parce que l'idée du signalement, c'est non pas de dire j'ai fait une erreur ou j'ai failli faire une erreur. L'important, c'est de partager et justement d'analyser ensemble est-ce que dans notre service, nous avons des barrières de sécurité pour éviter ces événements. Quand vous avez détecté un comportement à risque, pour pouvoir faire une déclaration de ce comportement, loin de nous l'idée d'être dans la délation ou dans le jugement. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'être très factuel en fait. Il faut reprendre les faits tels qu'ils se sont déroulés. Je ne sais pas, nous étions dans la salle de soins, nous faisions un acte et voici ce qui s'est passé. Et il faut vraiment être très factuel. Donc, ne pas mettre de jugement lorsque on rédige cette déclaration et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Donc ça aussi, c'est peut-être un conseil, c'est dans un premier temps, c'est se poser et réfléchir à que s'est-il passé? Est-ce qu'il y avait vraiment un comportement dangereux qui mettait en danger la sécurité des patients, un comportement effectivement qui n'est pas tolérable aussi vis-à-vis de ses collègues de travail. Et à ce moment-là, il faut effectivement se poser et reprendre factuellement les faits. Et à une jeune infirmière, je lui conseillerais d'aller rencontrer son cadre de santé avec ses faits et toujours en restant hors jugement. Donc apporter, j'ai envie de dire, une chronologie de ce qui s'est passé en restant tout à fait neutre. Donc ne pas se laisser déborder par ses émotions, mais se rapprocher par contre de son cadre de proximité pour l'avertir de ses faits. Ce que l'on va retrouver le plus prégnant dans les facteurs qui induisent justement des risques face à la sécurité des patients, c'est les problèmes de communication et de travail en équipe. Alors ces problèmes de communication, ils sont souvent estimés à peu près à 75-80%, que ce soit par la presse internationale, hors France, mais en France aussi. On a des études qui montrent que dans, hélas, les problèmes de sécurité liés aux patients, on retrouve bien entendu les problèmes de communication et les problèmes de travail en équipe.
Alors les problèmes de communication, ils sont de divers niveaux. On va avoir des communications qui sont orales et qui vont se perdre. On a aussi parfois un manque de communication entre les équipes, entre les soignants. Donc ça, c'est vraiment des problématiques qui peuvent engendrer des événements indésirables très graves, puisqu'on peut ignorer tout un pan des antécédents ou de l'histoire du patient et qui va mener à un événement indésirable grave. Le travail en équipe, c'est une autre problématique. Hélas, dans nos études, quelles qu'elles soient, paramédicales ou médicales, nous n'avons jamais appris à travailler en équipe et hors nos métiers, eh bien, nous font travailler au quotidien tout le temps en équipe. Et ces problématiques, on va les retrouver parce que parfois, eh bien, il y a ce qu'on appelle un gradient d'autorité qui est trop fort. Et donc, l'infirmière ne va pas oser dire certaines choses qu'elle voit à un médecin, par exemple. Elle voit qu'il y a des erreurs. Ça peut être des erreurs ne serait-ce que dans l'hygiène ou dans la façon de rédiger quelque chose. Ça peut être quelque chose qui n'est pas très très grave au départ, sauf que ces erreurs accumulées vont provoquer parfois des événements indésirables. Donc le travail en équipe, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui doit s'apprendre. Certaines universités maintenant intègrent des sessions où vous avez les élèves infirmières qui travaillent avec les jeunes internes et qui apprennent ensemble à faire certains gestes de prise en charge auprès des patients, comme par exemple, je prends un geste qu'on réalise assez souvent, une ponction lombaire. Eh bien, on va mettre en simulation les élèves infirmiers, les jeunes internes, et ils vont apprendre justement à respecter le rôle de chacun, à apprendre ce qu'est la tâche de l'interne, ce que sont les compétences de l'infirmière, et ils vont apprendre tout simplement à travailler en équipe. Ça a l'air bête, mais dans nos enseignements, jusqu'à présent, ça n'était pas fait. On apprend sur le terrain, sauf que sur le terrain, on a quand même un principe de plus en plus intéressant qui demande qu'à évoluer, c'est jamais la première fois sur le patient. Et donc, plus on aura des centres de simulation qui vont pouvoir faire cette synergie d'équipe et apprendre à travailler dès le départ ensemble, eh bien, on aura de plus en plus de travail en équipe. Le travail en équipe, c'est aussi, par exemple, un chirurgien, un anesthésiste. C'est pas si simple que ça, un travail en équipe, parce que là aussi, on a chacun nos objectifs, notre tâche. Certes, il y a un patient, mais on ne sait pas bien, finalement, le rôle de chacun. Et ça, on peut le faire grâce à des formations. Donc, ce sont des formations qui s'appellent des formations CRM, pour Crew Resource Management. Et c'est très intéressant parce qu'on prend vraiment l'ensemble de l'équipe et on va travailler sur finalement, comment nous percevons le rôle et les missions de chacun. Et on s'aperçoit qu'on ne connaît pas bien nos métiers, qu'on ne connaît pas bien nos compétences. Et à travers ce travail de 4 heures, on va pouvoir se mettre d'accord sur un certain nombre d'actions très simples. Quand on est face à une prise en charge en urgence, eh bien, on va décider qui va s'occuper du reste du service, qui va avoir le téléphone. Et donc, ça paraît presque trop simpliste, mais dans nos équipes, on ne fait pas ce temps de préparation. Donc, on peut améliorer notre travail en équipe grâce à ces formations. Et puis, la simulation, bien entendu.